Bonjour à tous, on va débuter la lecture du livre 4 des Croisades Zéophore Age of Sigmar, l'essor du roi fou. Les précédents livres sont disponibles en lecture sur ma chaîne. Commençons tout de suite. La folie et la mort cherchent à engloutir la croisade de la comète. Ainsi tourne la grande roue. Voici le mantra, le catéchisme qui se déverse des lèvres gercées et fendues des croisés de la comète. À chaque pas qu'ils font dans des bourbiers infects et sur des plaines jonchées de cendres, ces paroles résonnent et les font avancer alors que leur volonté et leur force de mortels auraient déjà dû vaciller. Quel autre choix aurait-il ? Comment endurer une souffrance sans fin, sinon en l'embrassant ? Ainsi tourne la grande roue. Certains cherchent le réconfort dans les caprices de la foi et alimentent leur foulée avec leurs ailes. D'autres s'abandonnent à la démence et perdent prise sur la réalité jusqu'à ce que n'importe quel royaume ressemble à un noble et accueillant rêve estival. Certains puisent la faveur chez leurs frères d'armes, ou bien finissent-ils par voir la guerre comme une fin en soi. Leur idéaux engloutis dans la violence. Tous ne sont que l'eau qui fait tourner le moulin de l'histoire. Tous ne font que courir à leur perte, tandis que le cosmos exécute sa danse immuable. Ainsi tourne la grande roue. Cette perte plane à présent sur les Zéophores comme un linceul déchiqueté. Dans les montagnes de Giran rôde un roi né de chair en putréfaction et d'oubliettes puantes, une étoile sanglante qui projette des rayons de folie pure. Sur les plaines de feu d'Akshi, la rancune des morts engloutira les vivants, et on ne continuera d'exiger à ceux qui ont déjà tout donné. Mais personne ne peut plus faire demi-tour. Seul comptent les prochains pas en avant, vers les ténèbres. Ainsi tourne la grande roue. Le déclin de la lumière. Les grands espoirs qui accompagnent la croisade de la comète quand elle a quitté Amerol ont fait long feu. Braver les cruels royaumes a endurci les guerriers qui, désormais, n'ont que la survie à l'esprit. Alors même qu'ils continuent leur marche en quête de terre à conquérir pour leur dieu roi, d'autres puissances assoient leur domination pour transformer le cosmos en chaudron bouillonnant de guerre. Éophore, livre 4, l'essor du roi fou est le nouveau chapitre d'Éophore et du récit de la croisade de la comète au cœur de ce narratif. La guerre est omniprésente dans les royaumes mortels, et le carnage n'est jamais loin. Pourtant, les grandes expéditions qui ont quitté les cités de Amerol Aksha et Amerol Gira n'ont pas encore fait face à leurs plus âpres défis. Les ténèbres se déploient pour s'abattre sur elles, et seule la foi de leurs membres en le dieu roi Sigmar leur permettra de surmonter les épreuves qui les guettent. Alors que les croisés ont déjà affronté des hordes de la destruction dans les paysages sauvages d'Akshi et de Giran, ils doivent à présent faire face à une engeance d'ennemis bien plus sinistres. Les morts-vivants. Les ténèbres regorgent de cannibales déments et de vampires qui ourdissent l'élimination des mortels et le succès de leurs ambitions dynastiques. Les Mortarques comptent dans leur rang le plus grand vampire de tous les temps et le plus féroce de des serviteurs de Nagash se tient désormais sur la route des croisés de Giran. Ushoran, le roi charognard dément,
est au centre d'une conspiration tentaculaire et sanglante, dont l'emprise sur l'empire naissant de Sigmar est plus profonde qu'on ne saurait le soupçonner. En Aqshy, le cercle vicieux catastrophique a laissé les Éophores à la merci de la chaleur impitoyable du vaste aride, et il incombe à la Pontifex Zenestra de rallier les guerriers et d'entretenir le mouvement de la Grande Roue. Mais sa conviction suffira-t-elle à empêcher la croisade de s'effondrer sous le poids des épreuves qu'elle subit? Nous allons voir tout ça. Dans la gueule du désastre. La croisade de la comète quitta Ameraull au son des clairons et des vivas de la foule. Désormais, tout cela n'est plus qu'un écho lointain. Mus par un espoir fervent, les croisés commencèrent à se rapprocher aux ailes. Mais les contrées de Ghiran comme d'Aqshy hébergeaient encore nombre de menaces tapies. La croisade de la comète avait perdu bien de sa superbe depuis que ses guerriers avaient quitté Ameraull. Tant et plus, ils avaient été une source d'attente. Ils étaient l'espoir du peuple de Sigmar en ces temps désespérés, le plus ambitieux geste de défi adressé à cette ère de bêtes et de reconquête. Ils marcheraient dans les régions indomptées d'Aqshy et de Ghiran, irradiants de foi et de résolution, à l'image des traînes de la comète sacrée. Et en fondant de glorieuses nouvelles cités, ils marqueraient la terre du sceau du dieu roi. Dès leur départ, ou peu s'en fallut, les croisés avaient été assaillis. En Aqshy, des cannibales aux grandes haches frappèrent les flancs vulnérables de la colonne. Si ces maraudeurs étaient à chaque fois repoussés par la discipline et les tirs de fusils précis, leur soif de sang semblait inépuisable. Thalia Vedra, la lionne de l'Aride et première maréchale adorée de la croisade, avait déjà été rappelée à Ameraull pour repousser les tribus de sang liées qui assiégeaient la cité. Les croisés de Ghiran, marchant quant à eux au nord, traversèrent des régions dévastées par la tremblose, une maladie d'origine surnaturelle répandue depuis le chaudron de l'infâme père des épidémies. Rares étaient les arpents de terre épargnés par le désespoir ou l'entropie. Hommes et femmes murmuraient comme pour eux-mêmes que la corruption qui frappait les royaumes était trop profonde, si bien même que les flammes de l'aube n'auraient pu la cautériser. Néanmoins, les attaques les plus féroces vinrent de la faune locale. Les grottes, les aurouks, les gargants et leurs semblables barbares devenus frénétiquement par le martèlement de l'énergie sauvage de Gour dans tout le cosmos. Leur soif de combat était implacable, leur férocité infinie. En Ghiran, les croisés, sous les ordres de la maréchale Thorian, venaient à peine d'échapper à la destruction de Fort Gardus, le sanctifié, piétiné par le roi Gargan Brod et ses colosses démolisseurs. Avec l'aide des Sylvanettes, ils avaient pénétré dans les terres scabreuses au nord pour se voir confrontés non seulement à des ogres dégénérés et leurs chamans bouchers, mais aussi à une horde de Cruel Boys menée par Kranios, le monstrueux dieu des séismes. Bien que les Éophores et leurs alliés, il s'agit des ennemis jurés de Kranios, des Draconites ou de la chasse sauvage de Beltanos, héros du dieu des chasseurs déchus Kurnos, se fussent montrés à la hauteur du défi, ils ne prévalurent que par la souffrance et le sacrifice. Et la voix du Nord en redemandait. En Aqshy, pendant ce temps, les plaines de Capillaria résonnaient de la foulée de Trug, le soi-disant roi des Trogoths, furieux après des siècles d'hibernation.
Moult grands héros avaient péri sous la masse de cette créature, ou de celle des brutes lourdaudes qui formaient sa horde, tandis que la colonie naissante de Brise-Trêve était piétinée dans l'oubli. Les croisés avaient survécu non pas grâce à la stratégie, mais grâce à la foi. Le culte de la roue prenait dans ses rangs une importance croissante en l'absence de Védra, alimenté par les miracles de la pontifex Zénestra. La sainteté de ses partisans sembla récompensée quand la croisade fit rencontre des cerfs noirs, des chasseurs nimbés d'éclairs plus puissants que leurs semblables éternels de l'orage. Avec leur aide, les Éophores firent une bande d'idonètes renégats désireux de dérober leurs âmes, avant de jouir d'une onde de répit dans les vagues de magie mémorielle d'elfes plus repentants. Toutefois, les épreuves de la croisade l'avaient fait dévier de son itinéraire, et nul ne savait combien elle pourrait encore en supporter. Telle était la situation à laquelle étaient confrontés les croisés des deux royaumes. Un désespoir qui sclérosait l'âme et le corps, contrebalancé par l'opiniâtre pulsion d'avancer à tout prix. Il était simple de s'abandonner à l'aide bienvenue de narcotiques interdits. À Ameraull, d'ailleurs, dans des arrière-boutiques sordides comme dans les manoirs les plus luxueux, on murmurait les mots de sang réal. Une seule gorgée, disait-on, réchauffait l'esprit comme les rayons de l'été nouveau, et chassait les craintes et doutes. Qui ne souhaiterait pas dans des royaumes ravagés par la guerre? Cependant, la provenance véritable du sang réal était des plus funestes, et aucun sombre maître de la nuit ne désirait que son flot fût menacé. Les vampires se rencontrèrent dans les ténèbres ensanglantées, au fin fond de la montagne. Outre leur soif commune, ils n'auraient pas pu être plus dissemblables. L'une était faite pour les palais somptueux, ses gestes exudant un mépris aristocratique. À ses côtés se levait un serpent qui avait été jadis un dieu, les yeux brillants d'une divinité frustrée. Face à elle, tel un reflet dans un miroir déformant, se tenait une bête dont l'appartenance au genre humain n'était qu'un lointain souvenir, le front couronné d'une perruque faite d'intestins sanguinolents. Qu'il fût le seul être relativement lucide parmi les siens aurait pu être risible s'il n'était pas aussi le seul conspirateur auquel sa comparse pouvait plus ou moins se fier. Ici, il n'y a aucun espoir de retarder les Sigmarites, demanda Seka, en tapotant ses doigts sur son serpent. Aucun, selon l'honorable marquis Toromor, répond Gormain. Il semblait toujours irritable, mais Seka se dit que c'était le lot de quiconque était contraint de prendre le rôle d'un cannibale dément, tout en se faisant au plus grand délice de la novice. Derrière Laborante, le Vargulf qu'on appelait le Sir Albars Baraguina, Gormain avait décrit comme fatigant le rôle de juge suprême du roi charognard, mais les occasions de lâcher son monstrueux bourreau lui permettaient parfois de ventiler sa frustration. Lui et ses éclaireurs déclarent que les mortels marchent vers l'encolure et Sa Majesté veut qu'ils soient là pour ripailler et festoyer. Le rictus de Sécar suscita un reniflement de Laboran. « Ils sont encore à des jours de marche, cousine. S'ils vous dérangent tant, prenez vos courtisans Nulamien et allez à leur rencontre. Et risquez l'emportement de la bête décérébrée qui vous sert de roi en enfreignant son prétendu code de la chevalerie. Allons.
Écart sourit cruellement. À ses pieds, l'attitude du serpent Ouboros faisait écho à sa frustration, suscitant un feulement d'Albarth, pardon. Les Sigmarites pourraient malencontreusement éveiller chez lui une forme de noble sympathie, et il pourrait remettre en question le vin que nous extrayons de sa cave, ajouta-t-elle avec des gestes qui soulignaient son scepticisme. Vous êtes adjoint à l'entreprise de la reine de sang, Gormain, car vous êtes là de jouer les courtisans quand la gloire vous tend les bras. Vous serez aussi coupable que moi si votre roi déjoue nos plans. Vous êtes son magistrat. A-t-il déjà amnistié un condamné à mort ? Plusieurs, à vrai dire, renifla de rechef Gormain, mais l'acception à la jurisprudence de Sa Majesté est à l'avenant de son humeur. Au moindre doute, elle change du tout au tout. Le visage de Seka était un masque de glace impassible, même quand une goutte de sang carmin coula d'une stalactite sur son front. Alors, comme Sa Majesté le désirera, dit-elle, pour l'instant.